Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Joseph, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. On est en plein Jeux Olympiques, on a le sourire. On a le sourire. Pendant une heure, le programme, je vous l'annonce. Dans quelques instants, on sera au téléphone avec le maire de Montpellier. Les frères, que dis-je, les phénomènes Lebrun, les pongistes sont érotés. Et avec Joseph, on interrogera le maire sur ce petit succès local. Puis on ira ensuite au Stade de France pour suivre actuellement la compétition d'athlétisme. Et puis on sera évidemment avec Alain Fontaine, président Association française des maîtres restaurateur, qui est notamment propriétaire d'un bistrot-restaurant à Paris. Il va malheureusement nous expliquer que tout ce qui est retombée économique, ce n'est peut-être pas au rendez-vous. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Il est 12h06 sur Sud Radio et on va partir en direction du Stade de France où se trouve notre envoyé spécial Clément Arion, Joseph. Exactement Maxime, parce qu'en ce moment se déroulent les épreuves d'athlétisme. Clément, bonjour. Bonjour Joseph, bonjour Maxime. Bon, vous avez bien de la chance en ce début de semaine, encore une fois, comme depuis le début des Jeux Olympiques, parce que les épreuves d'athlé ont commencé et on l'entend derrière vous, il y a de l'ambiance déjà. Ah ouais, ça m'étonne toujours de voir le Stade de France aussi rempli un lundi matin pour voir des qualifications d'athlétisme. On doit pas être loin des 70 000 spectateurs, Joseph, quand même. Une ambiance toujours aussi festive, toujours bon enfant. Je vous plante quand même le décor du matin face à moi. Des coureurs de 400 mètres sur la piste, des perchistes à ma gauche et des lanceurs de disques à ma droite. Voilà, je me régale. Ouais, ça m'étonne pas. J'avoue que j'ai essayé de trouver des places de mon côté et impossible, j'ai pas trouvé. On va passer les coups de fil. Exactement, il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Et Clément, on suit les Français forcément ce matin. Alors, il y a de la perche femme et il y a la grosse perf aussi de Clément Duclos. Alors, qui est-il ? Alors Clément Duclos, il vient tout simplement de réaliser ce matin la 3e performance française de l'histoire en 400 mètres haies, et il l'a déclaré après sa course. Il est en grande forme, très heureux de son temps, et il a dit en demi: je vais aller encore plus vite, je vais avoir une médaille, je vous le dis. Voilà, confiant Clément Duclos. Et puis on a Chana Grébeau qui a remporté son repêchage aussi en 400 mètres haies, la française qui verra les demi-finales donc demain soir. Et puis en ce moment, Joseph, vous l'avez dit, on a les qualifications du saut à la perche. Ninon Chapelle, Marie-Julie Bonin. C'est compliqué pour nos Françaises, il faut atteindre une hauteur de 4,70 m pour être en finale. Pour l'instant, c'est que de l'échec pour elle à 4,55 m, donc ça va être difficile de se qualifier visiblement. Alors, on vient de voir, elle vient de sauter et de rater, hein, c'est ça ? Exactement. Ouais. Toujours à 4,55 m, ça va être difficile. On entend les cris de déception derrière, oui. Ouais, forcément, parce que les supporters français sont tous présents. Et il y a quand même des finales à suivre ce soir, et il y a des Françaises qui sont en lice, Clément. Exactement, Mélina Robert-Michon ce soir au lancer de disque, notre porte-drapeau, il faut le rappeler quand même. On espère une médaille pour l'Iséroise. Mélina, c'est quand même médaille d'argent à Rio en 2016 et 23 fois championne de France tout simplement au lancer de disque. Et puis on va suivre Renelle Lamotte au 800 mètres. Première finale olympique pour elle. Elle s'est qualifiée hier soir. C'était chaud, mais c'est grande passé. Joie de vivre qui nous a fait bien sourire. Voilà, on va suivre ça ce soir au Stade de France. Merci beaucoup Clément, n'hésitez pas à nous appeler si vous voyez des performances. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup. Tout de suite, on va accueillir au téléphone et au standard le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Bonjour. Vous êtes le maire de cette belle ville qui a tout simplement eu dans son club de ping-pong des petits prodiges, parce que c'est dans votre club, de votre ville, que se sont entraînés les fameux Alexis Lebrun et Félix Lebrun, c'est ça ? Oui, c'est ça, le Montpellier tennis de table qui hier avec Félix, 17 ans, plus jeune médaillé français, qui a obtenu le bronze, mais comme il l'a dit hier, ça vaut de l'or, a réussi cet exploit après Jean-Philippe Gatien devenir médaillé olympique en tennis de table. Et l'histoire, elle est forte parce que elle dit tout. Un club, des bénévoles qui les soutiennent, qui sont là au gymnase Alain Achille, évidemment la municipalité qui verse des subventions, qui essaye d'accompagner ces champions, et puis cette famille extraordinaire, son père, sa mère, qui sont très engagés avec Alexis et Félix, ces deux frères absolument incroyables, leur sœur aussi. Et puis à un moment, cette magie se crée, celle du sport,
où eh bien le résultat, la performance est au rendez-vous et elle recommence aujourd'hui même puisqu'ils vont jouer en équipe. Ah, ils vont jouer en équipe, effectivement. Ça continue. D'ailleurs, vous allez encore y être ? Vous allez encore y être ? Non, hier, j'étais, moi je suis maire, je suis supporter, je suis allé hier assister à la petite finale, c'était absolument extraordinaire. Ouais, c'était magnifique. Voilà, et d'ailleurs, quand vous l'avez retrouvé, on vous a vu. Le sport, j'ai pleuré de joie. Ouais, on a vu ça. C'est pour ça qu'on vous a appelé, parce que vous étiez présent du coup à l'Arena Sud Paris pour ce match de la 3e place. Donc Félix Lebrun, donc qui prend la médaille de bronze, on le rappelle. Vous l'avez immédiatement pris dans les bras juste après sa victoire. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit, Félix, bravo, et tu mets du rêve dans les yeux. Du rêve parce que il est un grand champion. Parce qu'il est généreux. Vous savez, vous marchez dans Montpellier, vous pouvez croiser Féfé sur sa trottinette et quelqu'un le reconnaît, il s'arrête, il dit bonjour. C'est génial. Et puis il y a un élan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on sait, moi comme maire de Montpellier, avec mes équipes, nous savons qu'il va y avoir plus de licenciés au tennis de table. Et je crois d'ailleurs dans tout le pays. Voilà, parce que la Fédération française de tennis de table, elle va accompagner ce mouvement. Voilà, il y a plein de professeurs d'EPS qui vont se dire, mais il faut qu'on développe cette activité. Ils le font déjà. Et donc, ils l'entraînent. Et puis, voilà, c'est tellement incroyable qu'un jeune de 17 ans donne autant de joie dans le pays. Enfin, je crois que le nom des frères Lebrun est en train d'être ça devient clairement des grandes stars. Ça devient clairement des grandes stars. Mais alors vous dites que le nombre de licenciés peut augmenter sur Montpellier et sur le tennis de table. Il y a pas mal de clubs de sport ces dernières années qui ont subi des coupes dans les subventions des villes. Est-ce que de votre côté ça a été le cas ? Est-ce que vous allez tenter de mettre un peu plus d'argent dans le sport ? Évidemment, il faut soutenir le sport. Et c'est très important, le sport, c'est la cohésion sociale, c'est des enjeux de santé, puis c'est des émotions, c'est de la ferveur, ça rassemble. Et donc nous portons à Montpellier depuis longtemps une politique sportive ambitieuse avec des moyens publics. Et là, après le succès des frères Lebrun, on va continuer à accompagner le tennis de table, on va accueillir une compétition internationale. Évidemment, on va rénover le gymnase Alain Achille, qui en avait bien besoin, et on va continuer à accompagner cette dynamique-là. C'est très important que les collectivités territoriales, les mairies, soient aux côtés des clubs sportifs, parce que demain, après les JO, que va-t-il rester ? Des médaillés, des images magnifiques, mais le vrai héritage des JO, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui pratiquent du sport et qui préparera les champions de demain, les supporters de demain. Et plus ce pays pratiquera le sport, mieux il se portera. Et de ce point de vue, les maires, les collectivités territoriales, nous avons un rôle structurant à jouer. Très important à jouer, effectivement. Aussi préparer les lieux. Et pourtant, alors sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi certains politiques qui n'hésitent pas à dire que la gauche mépriserait le sport. On a vu cet avis parce que voilà, les JO et la compétition, ce serait un phénomène un peu capitaliste. Et pourtant, les JO, c'est aussi de la joie, un élan populaire. Alors, Mickaël Delafaux, je vous pose la question directement. Est-ce que, oui ou non, la gauche méprise le sport ? On n'a pas l'impression, mais quand même, il faudrait répondre à ça. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui s'est battue pour les Jeux, de gauche, Mathieu Hanotin, Karim Bouamran, Stéphane Troussel en Seine-Saint-Denis, de gauche, et les municipalités de gauche, mais d'autres évidemment, on soutient le sport parce qu'on sait toute son importance pour la cohésion sociale. Alors, vous savez, la polémique sur Twitter, elle est facile, mais la réalité, elle est tout autre. Et aujourd'hui, quand on croit aux valeurs de fraternité, comme la gauche doit toujours porter cet étendard, il faut soutenir ses bénévoles, il faut accompagner les athlètes. Et franchement, ces JO, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont un acte de générosité pour le pays et de la France envers le monde. Alors, les vieux poncifs, lus dans les journaux, les commissions d'enquête populaires, enfin, cette violence-là, la commission d'enquête populaire, elle est celle, on le rappelle, de LFI qui l'a lancée. On ne sait pas trop où elle en est.
Mais elle est zéro. Nulle part. Aujourd'hui, la réalité, c'est des gens qui vibrent en écoutant la radio, en regardant la télé, en se retrouvant dans les bars pour suivre nos athlètes, en se rendant à Paris, en espérant ici ou là avoir une place, et les gens qui ont des places. Et demain, il y aura une grande vague des Jeux qui va entraîner plus de licenciés dans les clubs et qui va nous donner du travail à tous les maires de France pour faire des installations sportives, pour continuer à subventionner nos clubs. Et c'est une grande reconnaissance pour tous les bénévoles qui rendent cette magie du sport possible. Parce que les Jeux sont à Paris, mais ils se vivent dans tout le pays. Et nous, notre rôle, moi, vous savez, j'ai vécu une expérience incroyable. On a emmené 150 Montpelliérains, enfants, qui n'avaient jamais vu la capitale. Ils sont allés aux Jeux Olympiques soutenir Anthony Jean-Jean, qui lui, un jour, avait... Mais c'est un autre Montpelliérain, Anthony Jean-Jean. Ouais, il avait vu le fils à Montpellier et il s'est mis au BMX. Ah, on parle de BMX. Ben voilà, c'est ça notre rôle. Voilà. Et donc la gauche, évidemment, elle soutient le sport. Je voudrais pas faire le prof d'histoire dans cette période de vacances, mais quand même, c'est Léo Lagrange, ministre du Front Populaire, qui s'est efforcé d'organiser les activités de loisirs, les premières pratiques sportives auprès des jeunes. Et ben nous, il faut continuer à porter cette flamme-là. Et franchement, les polémiques de Twitter ou de certains commentateurs sur les télévisions sont dérisoires. Et la meilleure réponse, c'est la grande ferveur populaire autour de ces Jeux Olympiques et la flamme qui va continuer à travers l'augmentation des licenciés. Moi, je le dis, Félix Lebrun, d'abord, il n'en a pas fini avec les médailles. Et Alexis en équipe. Et puis, on va continuer à soutenir cette pratique du sport. Il paraît qu'il faut lutter contre les écrans pour les enfants. Eh bien, défendons la pratique du sport. Voilà, c'est ça nos réponses. Il faut rassembler. Allez. Merci beaucoup, Michael Delafosse, maire PS de Montpellier. Beaucoup. Et quel plaisir d'entendre un maire derrière ses sportifs et derrière sa ville qui arrive à obtenir des résultats spectaculaires. On se retrouve dans quelques instants dans Sud Radio avec, hélas, le revers de la médaille, si je puis me permettre, parce qu'il se trouve que les retombées économiques ne sont peut-être pas à la hauteur sur la capitale. À tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. On est toujours ensemble et ce jusqu'à 13h. Vous suivez évidemment en direct tout sur Sud Radio les éléments importants de ces Jeux Olympiques. Et après avoir eu au téléphone un maire qui soutenait ses sportifs bec et ongles, et ça faisait plaisir à voir, les auditeurs ont pu le constater. On est au téléphone avec Alain Fontaine, qui est le président Association française des maîtres restaurateurs, qui est propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturé à Paris, dans le 2e arrondissement. Parce que il est encore un peu trop tôt encore pour tirer un bilan définitif de ces Jeux Olympiques, mais il paraîtrait que déjà quand on voit la fréquentation des bars, des terrasses et des salles de restaurants, les fameuses retombées économiques miraculeuses ne seraient pas au rendez-vous. C'est ça, Alain Fontaine ? Bonjour. Alors c'est ça et pas tout à fait ça en même temps. C'est-à-dire qu'il faut effectivement scinder les choses, à savoir que grosso modo on a perdu la clientèle parisienne qui est partie en masse, soit en vacances, soit en télétravail. D'ailleurs, certains regrettent d'être partis pour ne pas profiter de ces Jeux Olympiques qui sont extraordinaires. La deuxième chose, les touristes habituels que nous avons ont effectivement fait l'impasse sur la destination France 2024 et ils sont venus, mais vraiment à la marge. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, donc la fréquentation a commencé à descendre déjà début juin et puis juillet. Et puis là, nous avons le tourisme olympique. Et là, ça répond à votre question. Le tourisme olympique, ce que j'appelle aussi, et gentiment, le tourisme sac à dos, ils viennent, eux, vraiment pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'ils ont payé très cher leur voyage pour venir en France, très cher leurs hébergements et très cher bientôt et leur place aussi pour assister aux Jeux. Donc ce qui fait que le budget pour la restauration est très faible. Et en plus, ils viennent souvent en famille. Par exemple, Alain Fontaine, excusez-moi, le ticket moyen de votre restaurant actuellement, il est de combien ? Alors en France, il est à 40 €. 41 € précisément. Alors, si vous voulez, donc la restauration n'est pas leur priorité. D'ailleurs, en contrepoint, les supérettes, vous savez, des grandes chaînes de distribution qui se trouvent dans Paris, battent des records. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont après. Parce que c'est le petit casse-croûte qu'on vient chercher à l'arrache. C'est exactement. Ce qui d'ailleurs correspond à cette clientèle plutôt sportive qui fait ça d'ailleurs toute l'année. Alors,
si vous voulez, et c'est là où il faut scinder un peu, les restaurants, effectivement, on est entre moins 20 et moins 30%, avec bien évidemment des zones plus touchées, entre moins 60 et certaines presque moins 80, certaines zones. Mais ça, c'est un peu logique puisque vous avez les événements qui se situent là. Donc ça, c'est évident. Mais la moyenne, c'est moins 20, moins 30. Par contre, vous avez les terrasses des restaurants, des bistrots, des cafés qui se trouvent près des événements et dans le centre de Paris qui travaillent plutôt bien, mais on est sur de la consommation bière, limonade, jus de fruits. On n'est pas sur de la restauration. C'est quoi, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut scinder les choses. Effectivement, c'est pas la même réalité pour chacun. C'est quoi la réalité d'ailleurs aujourd'hui ? On parle beaucoup des barrières dans Paris. Alors tout le monde n'est pas parisien, tout le monde ne se rend pas compte des normes sécuritaires qui existent encore, qui existaient par exemple pour la cérémonie d'ouverture. Et on rappelle, il va aussi y avoir une cérémonie de fermeture. Est-ce que de clôture exactement, Maxime, merci. Est-ce que il y a encore est-ce qu'il y a encore des barrières autour de vous et c'est toujours aussi difficile d'accès pour venir jusqu'à vous ? Non, ça s'est considérablement allégé après la cérémonie. On avait la certitude de cela. L'hôtel de ville nous avait prévenu et la préfecture aussi. Et les barrières qu'on a vues partout devant les cafés, les restaurants, subitement arrivés le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi précédent l'ouverture, ont disparu très vite le dimanche et le lundi. Donc les barrières, il y a pratiquement plus de barrières, sauf bien entendu sur les événements proprement dit pour faire rentrer les spectateurs. Mais dans Paris, il y a des hommes et des femmes pour la sécurité, mais on n'est plus envahi de barrières du tout. C'était vraiment lié à la cérémonie d'ouverture. Et puis alors il y a des barrières bien sûr là où passent les courses, les ceci, cela. Mais là tout le monde était prévenu. Ce que je veux dire par là, c'est la préfecture et l'hôtel de ville ont très bien fait leur boulot pendant les mois qui ont précédé. On était au courant de tout ce qui allait nous arriver. Mais ils ont quand même un peu fait peur aux Français, d'après ce que vous nous disiez au début. C'est qu'ils ont peut-être été un peu rudes sur le côté attention, allez en télétravail, partez. Et du coup, il y en a peut-être certains qui auraient pu être là, qui ne sont pas là. Sans oublier le fameux QR code pour passer d'une zone à l'autre qui pouvait effrayer les gens. Ouais. Oui, alors il y a eu deux, trois messages qui effectivement ont posé un problème, mais c'est à peu près tout le monde. C'est cette histoire de télétravail où les gens se sont précipités dessus. Il y a eu d'un côté un bashing olympique, des fake news et aussi des mauvais messages. Donc effectivement, il y a beaucoup de Parisiens qui regrettent d'être partis. L'autre mauvais message, c'est effectivement l'augmentation des transports en commun qui ont fait que certains Parisiens sont partis en disant « j'ai pas payé plus cher mes transports, je préfère aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ». Donc c'est un vrai sujet. Et après, il y a eu aussi dans le monde entier un bashing olympique ou des fake news comme quoi les prix, à part les transports, mais tous les prix allaient augmenter. Ce qui est faux et entièrement faux. Les restaurateurs ne se sont pas mis à augmenter les prix ou autre. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, effectivement, on subit un peu le bashing olympique et les fake news qu'il y a eu avant, en plus des messages effectivement peut-être un peu perturbants des uns et des autres. Cela dit, ça correspond complètement, et c'est là où moi j'en veux un peu aux organisations professionnelles, et non pas ni à l'hôtel de ville ni à la préfecture. L'hôtel de ville et l'office de tourisme ont quand même fourni les chiffres de Londres, de Sydney, de Rio, où effectivement la restauration est à moins 30, moins 40, que l'hôtellerie n'a pas les taux d'occupation attendus, et donc il y a un historique. Et aujourd'hui, j'entends des sociologues du sport et des économistes du sport qui expliquent tout à fait sympathiquement maintenant qu'il y a un historique du sport et que on devait s'attendre à cela. Le message n'a pas été parfaitement relayé. Effectivement, on comprend. En tout cas, merci beaucoup Alain Fontaine. Merci beaucoup Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous êtes propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturé dans le 2e à Paris. On va continuer à suivre l'activité économique du côté des restaurateurs et on a bien entendu que la réalité n'est pas forcément la même pour certains commerces que pour d'autres, pour les restaurateurs que pour les épiceries par exemple. Et on va aller demander directement au président de la Confédération des commerçants de France Indépendance. Bonjour. Et Francis Palombi, bonjour. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être sur votre antenne, comme d'habitude. Avec plaisir. Vous êtes vraiment dans le vrai du sujet. Ouais, alors vous avez promis 40% d'augmentation de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est la réalité ? Non, ce n'est pas la réalité. Alors, c'est vrai que je viens d'écouter avec attention mon ami et adhérent de la Confédération en tant que les restaurateurs associés, c'est Alain Fontaine qui a
pour beaucoup, résumer pour partie la situation. Alors, je rajouterai quelques points par rapport à ce qu'a dit Alain. C'est les maîtres restaurateurs qui adhèrent à la Confédération, j'avais oublié le nom. J'ai constaté deux choses. Il y a eu une phase préparatoire. Et nous, à la Confédération des commerçants de France, nous avons mis en place une cellule avec la société Interlutte désignée par l'État pour l'accompagnement, les informations. Tous les mois, j'avais un point de la situation, des éléments qui étaient envoyés à nos fédérations et leurs adhérents. Donc, on a fait du relais. Et c'est vrai que la préfecture de Paris a bien travaillé. Et elle a travaillé d'ailleurs après les JO, après l'inauguration qui a été fabuleuse, même s'il y a quelques critiques véhémentes qui surgissent. Mais ça a été une belle inauguration et l'opération des Jeux Olympiques à Paris est une grande réussite. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a parfois pas suffisamment cité Madame la maire de Paris, Hidalgo. On peut lui reprocher parfois certaines choses dans le fonctionnement, la circulation. Elle n'a pas été beaucoup filmée, c'est pas faux. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France Indépendants, et vous rendez hommage à Anne Hidalgo à notre antenne. Alors, ce qui est rare. Exactement, c'est rare. C'est pour ça que je le note. Alors, il y aura une commission d'indemnisation après les Jeux pour les commerçants. Oui. Alors, il faudra sûrement attendre jusqu'en juin 2025. Il y en a qui se demandent un peu comment ils vont tenir d'ici là, quand même. Et les conditions d'indemnisation, elles sont pas tout à fait connues. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que le préjudice soit directement en lien avec les mesures administratives liées au jeu. Mais par exemple, on se pose la question, si le commerçant il est en dehors des zones grises ou rouges à proprement parler, c'est-à-dire autour des sites olympiques, mais que, c'est-à-dire il est un peu plus loin, en marge de Paris, mais que du coup, les touristes ils viennent pas forcément à eux. Et ces commerçants-là, ils peuvent se dire, on va pas forcément être éligibles. Et pourtant, ils sont impactés différemment. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur ces conditions d'éligibilité? Nous avons, ça nous inquiète bien sûr, nous sommes attentifs aux propos que vous venez de tenir. Comment va se passer le soutien aux entreprises en difficulté? Mais quand même, je dois vous dire que nous sommes dans la prévenance parce que j'ai déjà adressé pour avoir le bon mode d'emploi, pour avoir le bon timing, j'ai déjà adressé au service du préfet Cadeau de la région des demandes pour savoir quand nous devions adresser les dossiers, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Oui. Et il y a une condition sine qua non qui a été émise par la préfecture de la région, c'est que tout commerçant, tout restaurateur et autres qui aura fermé, qui ne sera pas resté ouvert pendant la période des Jeux, ne sera certainement pas éligible aux aides. Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France Indépendants, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la situation des restaurateurs qui malheureusement, ou en tout cas ne bénéficient pas totalement de la retombée économique des Jeux, mais après tout, on a de l'espoir, on est dans un vent d'optimisme en ce moment, on n'est pas à l'abri de voir quelques miracles dans les prochains jours. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Joseph Ruiz. Et avec vous, Joseph, on va accueillir au téléphone Marc Chirilenko, qui est la coach de la médaille d'or olympique, Kalia Nemour, qui est une franco-algérienne et dont l'histoire est quand même assez intéressante. Ah, c'est incroyable, Marc. Merci beaucoup. Vous êtes coach de la médaille d'or, du coup, franco-algérienne. Elle a 17 ans. Bonjour. Oui, bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous. On imagine que vous êtes énormément sollicité parce que c'est tout simplement la première médaille d'or de l'Algérie. Et voilà, on imagine que ce matin déjà, il y a de la fierté et de l'émotion de votre côté. Oui, nous on est très contents. Enfin, on est ses entraîneurs avec mon épouse depuis des années. Voilà, l'histoire fait qu'aujourd'hui elle représente l'Algérie. Alors c'est une grande fierté pour le pays. On a eu le président de la République algérienne au téléphone hier. Kélia lui a parlé et puis il nous a félicité directement au téléphone. Forcément, une médaille d'or c'est tellement difficile à obtenir et l'Algérie s'en réjouit parce que Kélia, il y a 2 ans, lorsqu'elle a changé de nationalité sportive, n'avait pas encore ce niveau.
Et ce qui est super, c'est qu'elle a bien progressé pour arriver sur le toit de l'Olympe. Ouais, effectivement. Alors, vous avez commencé à évoquer le sujet, cette gymnaste. Du coup, Kayla Nemours, elle s'était tournée vers le pays de ses grands-parents après avoir été écartée par la Fédération française de gymnastique. Bon, forcément, on est hyper heureux pour vous, hein, Marc Kirilenko. Vous êtes sa coach avec votre femme. Mais voilà, on peut se dire un peu, on est un peu chauvin. On se dit, on aurait bien aimé l'avoir pour nous, cette médaille d'or. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi et comment c'est possible que Kayla, qui est franco-algérienne, ait finalement décidé de représenter l'Algérie pendant ces Jeux? Bah, vous savez, nous, alors c'est pas notre première internationale. Moi, j'entraîne au club d'Avoine-Beaumont Gymnastique et en fait, c'est pas Avoine Beaumont, qui est en Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, oui. Nous, on s'occupe de ce club depuis 30 ans. Et du coup, Kélia a démarré la gym au club. Sa maman est devenue présidente. Sa grande sœur faisait de la gym. Et puis voilà, les choses se déroulaient bien. Elle a été en équipe de France espoir, en équipe de France junior. Et puis est arrivé un problème de croissance qu'on appelle une ostéochondrite du genou. En lien avec la Fédération française, on a pris la décision. Enfin, le médecin fédéral et la maman et les parents ont pris la décision d'intervenir sur cette ostéochondrite plutôt que de la laisser se reposer une longue période pour que ça aille plus vite, qu'elle récupère plus vite. Ce qui a été fait. Et puis après 8 mois de convalescence qui s'est très bien déroulée, écoutez, son chirurgien lui a donné le feu vert pour une reprise totale. Et là, du jour au lendemain, le médecin fédéral l'a bloqué sous prétexte qu'il voulait qu'elle monte à Paris préparer les Jeux Olympiques, ce que l'enfant ne souhaitait pas. Et du coup, c'est enchaîné toute une série de mesures contre l'enfant, contre le club, contre nous, ses entraîneurs. Moi, j'étais quand même cadre à la Fédération française pendant 25 ans. Et toute une série de mesures a été engagée dans tout ce qui a pu être fait contre nous l'a été. Et du coup, aujourd'hui, on s'en sort avec une médaille olympique, mais surtout, on se sort de toutes les commissions disciplinaires et autres mesures administratives qui avaient été prises contre nous, puisqu'on a été exculpés et que même l'enquête a montré que c'est la Fédération française qui harcelait et le club et l'enfant et les entraîneurs. Donc nous on est resté en Indre-et-Loire, on va dire dans notre petit village à Avoine. On a poursuivi l'entraînement avec Kayla Nemours, elle a progressé et puis on l'a amenée aux Jeux Olympiques avec effectivement de réels espoirs de médailles. Voilà, je le regrette également, je m'en suis caché auprès de personne. J'aurais préféré qu'elle concourt sous les couleurs bleu, blanc, rouge, mais voilà, sa famille en a décidé autrement. Nous on est resté ses entraîneurs et pour le moment, voilà, ça nous donne ce résultat assez exceptionnel. Eh bien tant pis pour la France, hein. Il y en aura d'autres médailles d'or, mais celle-ci elle est pour l'Algérie et ça peut-être qu'on peut aussi retenir quelques leçons du cas de Kayla Nemours, championne olympique en gymnastique. Bravo. Il n'y a pas que Simone Biles en gymnastique. C'est ça, et merci encore à son coach d'avoir été avec nous, Marc Kirilenko. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio parce qu'il y a le camarade Jules qui va nous rejoindre pour les 3 infos JO du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. On est encore ensemble pendant une grosse demi-heure. On vous fait vivre en direct sur Sud Radio, la radio des Jeux Olympiques. Justement, vous ne loupez rien en nous écoutant et on est toujours avec Joseph pour vraiment détailler cette actualité qui fascine tout le pays. Et on va accueillir, Jules Boscherini en studio. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Et avec vous, on va voir les 3 infos JO du jour. Et on va en parler tout de suite. Alors juste avant d'aller voir Jules, Maxime, est-ce que Clément Arion est avec nous? On va le retrouver. Donc du coup, juste après, on file appeler Clément alors. Exactement, parce qu'il est au Stade de France et il y a nos perchistes femmes qui sont en train de faire des merveilles. Elles sont en finale et on va se poser un peu la question avec Clément. Comment ça se passe? Donc une semaine de compétition, la délégation française a déjà récolté 44 médailles, Jules, dans ces Jeux Olympiques de Paris. On est 3e au classement des médailles et certaines épreuves ont déjà eu lieu. Le point à la mi-journée avec vous, Jules. Oui, ça a commencé dès 8h avec l'épreuve de triathlon par équipe et ce sont les Allemands qui se sont imposés au sprint devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ça ne passe pas en revanche pour les Français, très impactés par cette chute à vélo de Pierre Lecor dans le premier relais. À l'issue de la course, le Français est revenu sur ce fait de course au micro de France Télévisions. J'ai essayé de remonter rapidement, mais en fait, je vois que je déraille, j'essaie de remettre mécaniquement, je vois que ça passe pas, donc je descends du vélo, je perds du temps précieux. J'essaie de faire l'effort pour limiter la casse, mais voilà, ça part devant. Et puis sur les relais, en fait, une fois qu'on est scellé, c'est hyper compliqué.
La France échoue donc au pied du podium à 1 minute 8 des vainqueurs malgré la très belle remontée de Cassandre Beaugrand, partie 10e du dernier relais. Il y a le fameux taux de conversion. Alors vous allez nous expliquer tout ça, Jules. Des médailles qui fait parler. On annonce notamment une deuxième semaine un peu plus compliquée pour notre délégation. Oui, tout à fait. L'objectif annoncé par le gouvernement est de terminer dans les 5 plus hauts au tableau des médailles. Il est en passe d'être réalisé. La France affiche un taux de conversion de médailles de 84%. Et pourtant, cela ne semble toujours pas suffisant pour les observateurs qui prédisent une semaine plus terne pour les athlètes. Des doutes auxquels n'a pas manqué de réagir Claude Onesta, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport. On n'est pas plus en difficulté en potentiel qu'on ne l'était sur la première semaine. C'est juste le taux de conversion qu'on sera capable de maintenir sur la deuxième semaine qui définira le niveau de réussite. Et là, on parle en total de médailles. Mais on est devant une deuxième semaine où il faut rester très concentré, très appliqué, mais qui n'est pas plus dégradé en termes de potentialité. Voilà, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball qui rappelle aussi que la France avait au début de la compétition 85 potentialités de médailles. Pour rappel, 44 podiums ont déjà été conquis par la France, ce qui signifie, selon calcul, qu'il reste encore 41 potentialités de médailles. De quoi remettre les pendules à l'heure. Et des calculs pour nous rassurer un petit peu. Et quel programme pour cet après-midi ? Programme très chargé avec plusieurs têtes d'affiche qui sont attendues, comme Simone Biles par exemple. Déjà triple médaillée d'or lors de ces Jeux, l'américaine a l'occasion d'ajouter 2 nouvelles médailles à sa collection. Elle est alignée dans 2 finales à la poutre à 12h36 et au sol à 14h20. Et il y a Armand Duplantis à la perche et il est forcément attendu. Oui, rendez-vous à 19h au Stade de France pour la finale du saut à la perche. Personne ne semble en mesure d'empêcher le champion olympique en titre d'aller chercher une deuxième médaille d'or consécutive. À 24 ans, le Suédois tentera peut-être aussi de battre son propre record du monde, fixé à 6,24 m en avril dernier. Et pour les Français du jour ? Là aussi, il y a un gros programme avec, par exemple, Kumbala Rock qui va être en lice aux alentours de 15h. 3 ans après sa désillusion à Tokyo, la lutteuse est de retour pour jouer les premiers rôles dans la catégorie des moins de 68 kilos. Avec l'athlétisme aussi, Mélina Robert-Michon à partir de 19h, porte-drapeau de la délégation tricolore, ne fait pas partie des favorites à la médaille, mais dans cette finale du lancer de disque, elle peut tenter de refaire le coup qu'elle avait fait à Rio où elle avait décroché l'argent. Exactement. Sans oublier Renelle Lamotte pour la finale du 800 mètres à partir de 21h45. Alors vous avez vu, vous avez bien noté tous les horaires. C'est un sacré programme aussi pour les sports co. Ouais, avec ce quart de finale de volley homme entre la France et l'Allemagne à 17h, mais aussi cette demi-finale homme de basket 3 contre 3 entre la France et la Lettonie. Grande favorite pour le titre olympique, c'est à partir de 19h. Et du foot aussi, les hommes de Thierry Henry qui affrontent l'Égypte en demi-finale du tournoi olympique à 21h. En cas de qualification pour la finale, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette décrocheraient la première médaille dans la discipline depuis le titre olympique de 1984. Et c'était les infos JO, les essentiels évidemment par Jules Boscherini. Merci beaucoup Jules. Et à la fin de ce journal, on part tout de suite de rejoindre Clément Arion parce qu'apparemment il y a un phénomène exceptionnel du côté de la perche, côté féminin. C'est bien ça Clément ? Oui, et on a deux Françaises finalement en finale, Ninon Chapelle et Marie-Julie Bonin. Je vais vous expliquer. Finalement, le minimum pour se qualifier, c'était 4,70 m à la perche ou au moins les 12 meilleurs athlètes. Et finalement, personne à 4,70 m. On a eu 11 perchistes qui ont franchi 4,55 m seulement, c'est très faible. Et donc, il en manquait une pour atteindre la finale. Et finalement, on va en prendre 12 supplémentaires parce que tout le monde était ex-aequo à 4,40 m. On aura donc 20 femmes en finale à la perche femme. C'est tout simplement exceptionnel. C'est du jamais tant mieux vu. Pour nous. Et du coup, nos 2 Françaises, Ninon Chapelle et Marie-Julie Bonin, qualifiées malgré un petit score de 4,40 m. On va s'en réjouir, on va pas se plaindre. Il faut. C'est clair, on va s'en réjouir. Merci beaucoup Clément et n'hésitez pas surtout à revenir au cœur du studio dès que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer comme ça. Merci beaucoup. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. On continue le tour des JO du jour, cher Joseph, avec au téléphone Dominique Bijota, qui est le champion olympique de football en 1984. Et oui, on en parlait à la seconde avec Jules, comme quoi l'émission est bien faite. Thierry Henry et les Bleus, est-ce qu'ils vont aller chercher une finale pendant ces Jeux Olympiques ? Bonjour Dominique Bijota.
Bonjour. Champion olympique de football en 1984. Alors il y avait eu du coup une victoire pour l'équipe de France de football contre l'Argentine 1-0. C'était en quart de finale. D'ailleurs c'était un peu chaud. Ce soir, donc la demi contre l'Égypte, c'est à 21h. Et donc on a pu atteindre le stade dès la finale depuis 84 et cette victoire à Los Angeles dont vous faisiez partie, Dominique Bijotta. C'est un joli clin d'œil de l'histoire. Ça y est, l'équipe de France renoue un peu avec son histoire olympique dans le football. Enfin, je dirais, c'est vrai que ça correspond pas du tout à la valeur de notre football, que ce soit notre formation, évidemment, et notre football d'élite. Malheureusement, c'est vrai qu'on est contraint, comme pratiquement tous les autres pays, mais on est contraint tout simplement au fait de libérer les joueurs qui sont de plus en plus dans les grands clubs, qui ont des objectifs, je dirais, tout au long de l'année. C'est un peu plus délicat, je pense, qu'à notre époque. En tout cas, moi, je l'avais pas vécu comme ça. Mais en tout cas, on s'aperçoit que Thierry Henry a réussi finalement à construire une équipe plus que solide, qui est vraiment très intéressante offensivement et qui aujourd'hui tient le coup défensivement, même si ça paraît pas être l'assurance tout risque derrière. En tout cas, ils prennent pas de but, donc il y a forcément une forme d'efficacité très intéressante pour aller au bout. Alors, on rappelle champion olympique en 84. Depuis, est-ce qu'on vous en parle un peu de ce titre de champion olympique, puisque vous le dites vous-même que ça correspond pas forcément aux valeurs olympiques, le football. D'ailleurs, il y a quand même eu des échauffourées dont on pourra un petit peu parler après. Mais est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que ça veut dire, ça représente quelque chose, les Jeux dans le football? Alors aujourd'hui, on en reparle parce que évidemment les Jeux sont organisés en France, donc il y a vraiment des enjeux, je dirais sans jeu de mots, encore supérieurs. C'est vrai aussi que le football n'a pas bien figuré depuis 84 et notre passage qui a été pour beaucoup une surprise. Pas nous de l'intérieur parce qu'on l'a super bien vécu et on était assez conscients de notre potentiel par rapport à ce qu'on voyait comme opposition, mais il a fallu bien sûr éliminer des grandes équipes comme la Yougoslavie, comme le Brésil, donc forcément il y avait quelque chose de très construit. Moi très sincèrement, juste avant les Jeux Olympiques, dans les matchs de préparation, j'ai vu Thierry Henry à Châteauroux contre la Côte d'Ivoire et je lui ai dit comme un ressenti, je lui ai dit tout simplement, on a été les premiers, éternellement on sera les premiers, mais à la fin de l'été on sera pas les seuls. Ah bah voilà. C'est bon, voilà, un passage de témoin. Mais comme vous avez vu des petites échauffourées comme ça contre l'Argentine, on sait qu'il y a une inimité qui est assez claire sur fond de polémique raciste avec les Argentins. Mais est-ce que vous vous êtes pas dit on fait un beau parcours, mais il y a quand même une attitude, un comportement dans le football qu'on doit peut-être adapter par rapport aux Jeux Olympiques? Oui, c'est vrai que c'est toujours délicat quand on parle de Jeux Olympiques et qu'on a ces images-là et ces propos également qui ne doivent pas du tout apparaître, mais pas seulement lors des Jeux Olympiques, tout simplement dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut maîtriser ça? Oui, je pense, en sanctionnant beaucoup plus fortement ces propos et ces agissements, évidemment. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là-dessus. Mais je ne veux pas l'occulter non plus, mais je ne veux pas rester là-dessus. Je trouve que l'équipe de France, depuis le début du tournoi, a délivré une très belle image du football. Donc je pense que c'est pas 5 minutes, un petit peu d'égarement, c'est vrai. Qui peuvent ternir tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut justement, on a tellement souffert depuis 40 ans de ne pas voir l'équipe de France aller loin, que là, au contraire, il faut être très très heureux et les accompagner dans la victoire. Vous en gardez des souvenirs particuliers de cette épopée en 84? Est-ce qu'avec le groupe qui était présent, vous en parlez encore? Oui, parce qu'on s'est retrouvé un peu cette année, justement, même si on n'a pas été reconnu sur le coup. Aujourd'hui, on a la sensation d'avoir plus de valeur qu'il y a 40 ans. Ah, vous avez été méprisé sur le coup, vous l'avez ressenti? Oui, mais ressenti, oui, mais bon, après, c'est les aléas aussi. Il y avait l'équipe de France qui avait gagné l'Euro, donc est-ce qu'il y avait la place pour tout le monde dans le même été? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est une parenthèse, mais c'est vrai qu'on a eu cette sensation-là. Et par contre, là, cette année, on est régulièrement invité, donc on est sollicité. Et s'ils vont en finale, peut-être qu'on y sera tous. Ce serait magnifique. Pour la finale, ça serait vraiment sympa de 40 ans après, quoi. Voilà. Et donc oui. Alors, on en parle évidemment cette année, ouais. Et c'est très bien parce que ça veut dire aussi que même si c'est pas le sport roi des Jeux Olympiques,
je pense que le football mérite d'être aux Jeux Olympiques. Ouais, merci beaucoup Dominique Bijota d'avoir été avec nous. On le rappelle, champion olympique de football en 84, mais vous êtes aussi un entraîneur professionnel de renom parce que vous avez entraîné Châteauroux, le FC Metz et aussi la réserve du RC Lens, mais aussi la Ajaccio. Voilà, l'élite française. Exactement. L'élite française, comme on l'appelle. On est la France entière, Dominique Bijota. Exactement. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour aborder un sujet qui va certainement vous étonner. Vous pensez certainement que nos athlètes vivent la grande vie, villa, voiture de luxe, grand restaurant. La réalité risque de vous étonner parce qu'elle est tout autre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Vous êtes bien sur Sud Radio à suivre les Jeux Olympiques avec le camarade Joseph qui est toujours avec moi. On va accueillir au téléphone cette fois Maggie Nestoré-Otonadon, ancienne athlète, désormais conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport, pour un sujet qui devrait faire beaucoup plus parler puisque aux Jeux Olympiques de Rio, 40% des athlètes français vivaient sous le seuil de pauvreté, ce qui n'est visiblement plus le cas en 2024, Joseph. Ouais, effectivement, il y a eu un gros boulot qui a été fait justement par l'Agence nationale du sport, mais on va demander directement à Maggie Nestoré-Otonadon du coup qui était avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dites-nous quel est exactement votre rôle au sein de l'Agence nationale du sport et c'est quoi exactement la haute performance dont fait aussi parler partie Claude Onesta? Oui, alors bonjour, moi je suis effectivement conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport qui est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 et notre rôle c'est d'accompagner les fédérations et les sportifs sur la préparation, sur les grands événements pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, aussi bien sur le point sportif que sur le point socio-professionnel. Donc on a effectivement travaillé en lien avec les fédérations sportives pour identifier les situations des sportifs qui sont aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et faire en sorte que leur situation socio-professionnelle soit la plus stabilisée possible et faire en sorte qu'il n'y ait aucun athlète de la délégation olympique et paralympique qui vive sous le seuil de pauvreté. Mais ça, c'était incroyable. 40% des athlètes français qui vivaient sous le seuil de pauvreté au JO de Rio. Ça veut dire quoi? Vous les accompagnez sur le plan professionnel? Est-ce que des fois, vous leur donnez carrément un budget pour qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier? Vous leur faites rencontrer des gens? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un travail qu'on mène en lien avec les fédérations sportives pour identifier au mieux les situations de tous les athlètes. On a recensé les situations des 5000 athlètes, plus de 5000 athlètes qui sont sur les listes de haut niveau. Et tous les athlètes de la délégation ont été passés vraiment leur situation de façon individuelle. Et on voit au fur et à mesure de l'année, alors il y a des athlètes qui sont sélectionnés très très tard, donc on réajuste les situations. Mais on travaille quand même en lien avec les fédérations depuis pas mal de temps pour voir. Donc ça peut être effectivement de l'aide à l'insertion professionnelle. Donc on a la chance d'avoir des entreprises, des partenaires, des ministères qui accompagnent les sportifs avec des dispositifs qui s'appellent des conventions d'insertion professionnelle où le sportif est embauché par une entreprise, par une administration et bénéficie d'un aménagement de son temps de travail. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut mettre en place. On a notamment l'armée des champions, on a la police, on a les douanes, on a des entreprises privées, la SNCF, enfin pas mal d'entreprises qui accompagnent les sportifs. Donc ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, si on a des athlètes qui ne sont pas dans un dispositif ou qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on a la possibilité d'amener des aides financières directes, ce qu'on appelle des aides personnalisées, et on va verser des aides aux athlètes pour qu'ils arrivent au niveau du seuil de pauvreté. Et on travaille aussi avec la fondation du pacte de performance pour identifier des athlètes qui sont prioritaires à un accompagnement, et on a des entreprises qui vont les accompagner via du mécénat ou via des contrats d'image. Et tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a aucun athlète de la délégation olympique et paralympique qui vit sous le seuil de pauvreté. Ouais, effectivement, ça gagne combien environ, par exemple, un athlète? On ne se rend pas forcément compte. On voit, on est assez halluciné d'avoir vu ça juste avant les Jeux Olympiques, pendant la préparation, notamment dans l'athlétisme. Vous êtes vous-même une ancienne athlète, hein, vous avez été double championne de France, vous êtes été spécialiste du sprint. Est-ce que vous aussi, à un moment, vous auriez bien aimé avoir la possibilité de créer une cagnotte? Certains ont dû faire des cagnottes. C'est hallucinant de voir ça avant les Jeux et pourtant vous les accompagnez.
Oui, alors après, sur les cagnottes, il faut être quand même, faut avoir un regard assez objectif. Il faut regarder le niveau sportif des athlètes qui ont fait des cagnottes. Il y a beaucoup d'athlètes en athlétisme qui ont fait des cagnottes, mais qui n'avaient pas le niveau sportif pour prétendre à une qualification. Et d'ailleurs, on l'a vu moi j'ai recensé les cagnottes qui avaient été faites. Ouais. Il y avait des athlètes qui étaient très très loin de la performance. Il y en avait combien environ des cagnottes si vous les avez recensées? Là, j'en avais recensé une trentaine, et j'avais fait on avait fait 3 catégories, donc des athlètes qui étaient assez loin de la performance, et sur ces athlètes-là, il y en avait une vingtaine. Il y en a que 2 au final qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que les autres étaient vraiment très très loin de la performance, et même avec une cagnotte, ils n'auraient pas fait, même avec de l'argent, ils n'auraient pas fait les minima. Donc il faut regarder ça de façon assez lucide, en se disant pourquoi ces athlètes-là ils font une cagnotte. Parce que peut-être que s'ils n'ont pas de partenaire, c'est peut-être parce que leur niveau est trop éloigné de la performance. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait du sprint à l'époque. Je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'avec un peu plus d'argent, j'aurais fait ou pas une médaille? À un moment, il y a un principe de réalité. Si on n'est pas au niveau de la performance, même avec de l'argent, on ne fera pas les résultats. Alors après, c'est vrai quand même que quand on a un bon niveau et qu'on a besoin d'un accompagnement financier, l'aide peut aider l'aide qui va être apportée peut permettre de faire plus de stages, peut permettre de travailler mieux sa récupération, voilà. Mais d'abord, il faut regarder le niveau de performance. Et ensuite, une fois qu'on a regardé le niveau de performance, se dire effectivement cet athlète-là, avec un peu plus de moyens, peut-être qu'il y arriverait. Mais malheureusement, le constat qui est fait, c'est que la majorité des athlètes qui a fait ces cagnottes-là, aujourd'hui, ils ne sont pas au jeu, ou alors leurs résultats ne sont pas forcément à la hauteur des espérances qu'ils avaient en faisant ces cagnottes. Et voilà, merci beaucoup Maggie Nestoré-Ontanon d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes une ancienne athlète et vous êtes conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport. Et merci à Mathéo Lamblot d'avoir organisé cet entretien. Et pour conclure cette émission et ces JO, on retrouve Quentin Gérard. Bonjour Quentin. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Depuis une semaine, les podiums s'enchaînent dans ces Jeux Olympiques. Et si certains pays se contentent d'offrir une prime pour récompenser leurs athlètes, d'autres font des cadeaux un peu plus originaux. Oui, pour nous en France, ça reste banal. C'est 80 000 euros pour une médaille d'or, 40 000 pour l'argent et 20 000 pour le bronze. À noter que ces chiffres ont quand même augmenté par rapport à Tokyo en 2021. Mais par exemple, les 2 Hongkongais qui ont remporté le titre suprême en escrime ont eu droit à des tickets de métro à vie de la part du gouvernement local. Et oui, une chaîne de salles de sport offre aussi aux 35 Olympiens de la métropole des adhésions pour qu'ils puissent représenter Hong Kong à leur meilleur niveau, dit l'entreprise. De son côté, la Corée du Sud garantit aux athlètes une dispense de service militaire. Vous savez que c'est obligatoire dans le pays pour tous les hommes entre 18 et 30 ans. Ouais, effectivement, et un peu plus fou encore, on va en Malaisie pour ceux qui ont ramené l'or. Alors dites-nous à quoi ils ont droit. Oui, et pour eux, c'est leur régime qui risque d'en prendre un coup. Quand ils vont rentrer au pays, les athlètes pourront accéder à de la nourriture à volonté. C'est une promesse d'une entreprise de la livraison locale. Le gouvernement, de son côté, un Malaisien, leur a promis un SUV de la marque chinoise Chery, un appartement de luxe, mais des potentielles médailles à tempérer. Le pays ne compte à l'heure actuelle aucune médaille d'or pour le moment. Bon, effectivement, mais je suis quand même pas sûr que ce soit la meilleure idée de promettre buffet à volonté pour les médailles d'or pour les retrouver ensuite. Et le Mexique a lui, de son côté, opté pour un financement particulier. Oui, les médaillés vont recevoir une somme d'argent de l'État. Et écoutez bien, ces fonds ont été confisqués par le ministère de la Justice des États-Unis à un homme politique mexicain accusé de blanchiment d'argent. Parfait donc pour l'État, comme ça, pas besoin de dépenser d'argent. En Indonésie, les champions olympiques ont eux le droit à des restaurants de boulettes de viande, donc ils deviennent pour le coup propriétaires. De plus en plus étonnant. Et encore plus étonnant par la suite, des parcelles de terrain, 3 kilos d'or et 5 vaches. Bon, ça va bien avec les parcelles de terrain pour le coup. Et si pour l'instant Singapour n'a aucune médaille, les athlètes locaux espèrent recevoir les mêmes cadeaux que Joseph Schooling, qui avait battu Michael Phelps au 100 mètres papillon à Rio. Il avait eu droit à des trajets gratuits avec chauffeur privé pendant 1 an et 1 million de miles offerts par la compagnie Singapore Airlines. Sympa. Sympathique. Merci beaucoup Quentin Gérard. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio, chers auditeurs. On se retrouve demain à 10h jusqu'à 13h sur Sud Radio. À demain, merci beaucoup.